RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. Il est midi, le grand journal. Anna Rocha. À la une du nouveau dans l'enquête relative au meurtre du douanier de Rosso, la thèse du règlement de compte se confirme. Le principal suspect voisin de la victime est actuellement en garde à vue. Les derniers détails de cette affaire dès le début de ce journal. Covid-19 au Sénégal, 8 nouveaux décès, plus de 1000 nouvelles infections. À Touba, le khalife général des Mourides exige le port du masque dans la grande mosquée. Ici, à Dakar, lancement ce vendredi de la campagne de vaccination pour le lot Johnson & Johnson. Recours contre les modifications du code pénal et du code électoral, double peine pour l'opposition. Le Conseil constitutionnel rejette tout. Le combat pourrait se poursuivre auprès des juridictions internationales. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Nafissatou Silla. Juste après elle, la page des sports de Georges Détié-Diop. Et en fin d'édition, point de vue, quelle lecture faire de la gestion de la troisième vague de Covid-19 au Sénégal? Débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. 4 jours après le meurtre de l'adjudant des douanes Léon Faye, l'enquête avance et la thèse du règlement de compte se confirme. Le présumé meurtrier était un voisin de la victime, mais aussi un ancien gardien au poste de la douane de Rosso. D'ailleurs, l'arme du crime retrouvée juste derrière les habitations avait été volée. Les douaniers étaient à sa recherche depuis 3 ans. Le principal suspect, lui, est actuellement en garde à vue. Plus de précisions avec Mamadou Diagne sur place. L'enquête sur le meurtre de l'adjudant de douane Léon Youga Faye commence à porter ses fruits. Le présumé meurtrier aurait été arrêté et placé en garde à vue selon nos sources. Ce dernier serait un ancien gardien au niveau du poste de douane de Rosso Sénégal et en même temps son voisin. Selon nos sources toujours, il s'agirait d'un règlement de compte et que l'arme du crime trouvée juste derrière les habitations aurait appartenu à la douane et elle aurait disparu depuis 3 ans. La police scientifique est en ce moment sur les lieux dans le cadre de l'enquête. Après autopsie, la levée du corps de l'adjudant Léon Youga Faye est programmée pour demain samedi dans la matinée à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès. Il sera par la suite enterré à 15h à Morolan. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À midi 3 minutes, le bilan du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, 1041 nouvelles infections sur 2953 tests réalisés, un taux de positivité de plus de 35%. 521 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés à Dakar et 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 personnes sont mortes des suites de la maladie. En ce qui concerne la vaccination, plus de 1600 personnes ont été vaccinées hier jeudi. À ce jour, donc, 622 940 personnes ont reçu un vaccin au Sénégal. Et après Dakar, Saint-Louis et Thiès, Touba est la 4e localité la plus touchée par cette troisième vague de Covid-19. 24 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Face à la recrudescence des cas de Covid dans la ville religieuse, le khalife général des Mourides exige le port du masque dans la grande mosquée. Le daïra Mukhadimatul Khidma est chargé de veiller au respect de ce nigel. On écoute le chargé de l'organisation de ce daïra, Serigne Fallou Mbacké, avec Babacar Diouf. sëriñ bi joxe ndigal ginnaaw bi mu ñaanalee ñëpp ngir yi fi jeex ci jàmm mu sàkk itam lépp loo xam ne fàggaliku boo xam ne santaan nañ ko. Le khalife a donné un ndigal pour que le port du masque devienne obligatoire à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Un ndigal qui sera effectif à partir de la prière d'aujourd'hui. À travers cette mesure, le khalife veut protéger les talibés de la maladie dans ce contexte de recrudescence des cas de Covid-19. En tout cas, nous, au niveau du Daïra Mukhadimatul Khidma, nous allons veiller, comme d'habitude, au respect scrupuleux de ce ndigal du khalife par les talibés mourides. incha allah ndax murid moom ndigal sëñ bi képp la ñuy jëf la ñuy diglu incha
incha allah bu ñu dañ ko jëfandikoo incha allah. À Fatick aussi, les cas de Covid-19 explosent. 59 personnes sont touchées selon le bilan régional du jour. Aucun district sanitaire de la région n'est épargné, nous dit Aminata Goudiaby. La troisième vague de Covid-19 s'accélère dans la région de Fatick. Les cas augmentent de jour en jour. Actuellement, 59 personnes atteintes de la maladie sont sous traitement et ce sont presque tous les districts sanitaires de la région qui sont concernés. Cependant, seules 2 personnes sont suivies au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional. Les 57 autres sont prises en charge à domicile. Le district sanitaire de Fatick totalise le plus grand nombre de cas, 39. Dans le district sanitaire de Diofior, on dénombre 8 cas et dans celui de Sokone 6. Et dans chacun des districts sanitaires de Passy et de Niakhar, 2 cas de Covid-19 sont recensés. Dans la commune de Fatick et dans plusieurs autres localités de la région, les populations ont renoué avec le port du masque qu'elles avaient pratiquement abandonné. Et devant les salles de vaccination, c'est la bousculade. Presque tout le monde veut prendre sa dose de vaccin. Les autorités administratives et sanitaires, elles, multiplient la sensibilisation. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Les gares routières sont justement des lieux de regroupement qui peuvent favoriser la propagation du virus. À Saint-Louis, l'association de développement de Léona cible les gares ainsi que les mosquées pour donc sensibiliser le maximum de personnes. Correspondance Mohamed Nabissila. Sëriñ bi joxe ndigal ginnaaw bi mu ñaanalee ñëpp ngir yi fi jeex ci jàmm. Mohamed Nabissila, qu'on doit écouter donc sur cette opération de sensibilisation menée par l'ADL, l'association de développement de Léona. Sensibilisation auprès des gares routières qui sont des lieux de regroupement. Mohamed Nabissila, on y reviendra. En attendant, retenez qu'aujourd'hui, à l'instant même, le ministre de la Santé lance la campagne de vaccination anti-Covid pour le lot Johnson & Johnson. La cérémonie a lieu au centre de santé Philippe Maguilène, Senghor de Yoff. Il s'agit de 151 200 doses de vaccins offertes par les États-Unis et réceptionnées mardi dernier par les autorités sanitaires sénégalaises. On retourne donc à Saint-Louis où Nabi Silla va nous parler de cette campagne de sensibilisation menée par l'association de développement de Léona auprès des gares routières pour donc freiner la propagation du virus. Les jours qui suivent la fête de la Tabaski sont tout aussi importants que les jours qui les précèdent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Telle est la conviction de Khalifa Ababakar Mbaye, président de l'association de développement de Léona, qui a ciblé les mosquées et les gares routières pour sensibiliser les populations et apporter un soutien en masque et en gel. La période de retour des fêtes est aussi sensible que l'arrivée des pèlerins pour la Tabaski, mais vous voyez l'arrivée des hôtes pour la Tabaski. Il y a trop de banalisation de la pandémie. Et ce responsable politique à Léona Khalifa Babakar Mbaye d'ajouter que les leaders d'opinion et les Sénégalais qui ont un peu de moyens doivent soutenir la population dans le cadre de cette lutte. Il faut que les gens se ressaisissent et comprennent le message aussi du président. Ceux qui ont peu de moyens peuvent faire ainsi, arriver dans les gares routières, dans les mosquées ou autres comme on est en train de le faire. Les jours qui suivent la Tabaski sont très sensibles dans les gares routières et autres lieux de regroupement où se font des arrivées et des départs dans la vieille ville. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Merci d'écouter le grand journal d'RFM. Il est midi 9 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Depuis mardi dernier, le Conseil constitutionnel a statué sur le recours de l'opposition contre les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale. Les sages ont donc rejeté la requête des 21 membres de l'opposition parlementaire. D'une part, ils jugent que la demande de faire contrôler l'ensemble des dispositions de la loi de 1965 est irrecevable et d'autre part, le Conseil constitutionnel estime que les articles mentionnés par l'opposition ne sont pas contraires à la Constitution. Le point avec Mamadou Oumarba.
Le 25 juin dernier, l'Assemblée nationale a approuvé les 2 projets de loi qui modifient le code pénal et le code de procédure pénale par 70 voix contre 11. Le 30 juin, les membres du parti de l'opposition ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel, recours pour déterminer la conformité de ces lois à la Constitution sénégalaise ou tout simplement l'annulation de la loi dite terroriste. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce recours. Les sages considèrent entre autres que l'article 279-1.3 n'assimile pas les infractions prévues par l'article 98 à des actes terroristes, mais dispose plutôt que celles-ci ne prennent cette qualification que lorsqu'elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective dans le but d'intimider une population ou de troubler gravement l'ordre public ou encore de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte quelconque par la terreur. À propos de la liberté de manifester qui a vaguement fait polémique, les sages ont estimé que l'article 279-1 ne porte pas atteinte à la liberté de manifester. Lors des événements du 25 juin, Human Rights Watch avait estimé que la définition des termes était très vague et pourrait être utilisée pour criminaliser les activités politiques pacifiques et porter atteinte à la liberté d'association et de réunion. Le recours portant sur le code électoral a lui aussi été rejeté par le Conseil constitutionnel. Cheikh Abdou Mbacké Baradoli dénonce ces 2 décisions. Le député de Bokk Gis Gis annonce l'intensification du combat auprès des juridictions internationales. Il est joint au téléphone par El Hadj Ndiogou Diène. Nous avions déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. L'un sur le code pénal et le code de procédure pénale et l'autre sur le code électoral. Pour le premier recours, nous avons reçu notification du rejet par le Conseil constitutionnel avant-hier parce que le Conseil constitutionnel estime que nous avons visé la loi de 1965 qui a été modifiée par la loi numéro 10/2021 portant sur le code pénal et le code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel déclarait à ce propos que nous ne devions pas viser la loi de 1965. C'est ça qui motive le rejet, ce qui n'est pas un argument convaincant parce que la loi doit se baser sur la loi précédente et la nouvelle loi, ce que nous avions fait. En plus, l'article 23 stipule que le Conseil constitutionnel ne peut pas délibérer si ses membres ne sont pas au complet, ce qui est le cas actuellement. Ce sont 4 membres qui ont signé et qui ont délibéré au lieu des 7. Cela signifie que le Conseil constitutionnel fait dans l'inconstitutionnalité et a allègrement violé la loi pour l'intérêt de Macky Sall et non du peuple sénégalais. Pour la deuxième requête portant sur le code électoral, il y a les articles L29 et L30 qui ne sont pas conformes aux conventions internationales. Mais le Conseil constitutionnel déclare qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien d'illégal à ce sujet. Maintenant, ils ont rejeté tous les 2 recours, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons saisir les juridictions internationales comme la Cour de justice de la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'État du Sénégal signe des conventions, mais se permet de les violer. Midi 13 minutes, allons dans la commune de Djakar à Bambey où les populations de Ndiéguène-Ngouy réclament de meilleures conditions de vie. L'électricité ainsi que des structures de santé font défaut. Par ailleurs, la piste qui mène dans le village est dans un piteux état. Un reportage de notre correspondant Babacar Diouf. C'est une des priorités dans ce village de la commune de Djakar. Les poteaux électriques sont à quelques mètres, mais les populations n'en bénéficient pas. Elles parlent d'un président mal informé des réalités du pays, Modou Mamoun Gueye. Ils nous parlent tout le temps dans les télés, à la radio, dans leurs réunions, dans leurs palais, dans leurs hôtels, que les villages sont électrifiés. Moi, je vous dis ici que tout est faux. Les populations du village de Ndiéguène ont aussi des difficultés pour se soigner. Les femmes enceintes, elles ont tous les problèmes du monde pour se faire soigner. Pour toutes ces raisons, les habitants de Ndiéguène menacent. Il y aura des élections et il va y en avoir très bientôt. Ils vont nous retrouver ici. Ils vont nous trouver ici. On ne va pas les laisser nous manipuler comme ils le font tout le temps. Il faut absolument qu'ils nous fassent venir de l'électricité. Il faut absolument qu'ils nous fassent une route qui vienne, surtout la gestion de pluie. La gestion de pluie, les sables ne peut pas passer. Ils ont fait face à la presse jeudi pour dire le calvaire
qu'ils vivent dans cette partie du département de Bombay. Bombay, RFM Babacar Diouf. L'actualité en plus bref, la disparition du khalife de Mbacké Khewar, Serigne Abdoulahi Mbacké Yalaïbour, a été rappelé à Dieu ce matin à Mbacké Khewar. La date de son inhumation n'est pas encore précisée. RFM Sport. La page des sports présentée par Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. L'événement du jour, l'ouverture des 32e Jeux Olympiques à Tokyo. La cérémonie officielle a démarré depuis 11h dans le nouveau stade olympique de Tokyo. 206 délégations défilent mais sans public pour les applaudir. Cela du fait de la pandémie de Covid-19 qui pèse encore très lourd sur l'événement. L'ensemble de la compétition va se dérouler à huis clos. Le Sénégal est représenté par 10 athlètes. Notez également que le tournoi de foot a démarré depuis hier. Fortune diverse pour les équipes africaines lors de la première journée. La Côte d'Ivoire a battu l'Argentine 2-1. L'Égypte a fait match nul avec l'Espagne, 0 but partout. Reparlons maintenant de la course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Signature hier d'un protocole d'accord actant le consensus relatif à la gouvernance du football. Maître Augustin Senghor a été désigné pour conduire le programme consensuel pour le mandat à venir. Sayer Seck et Mbaye Diouf Dia se sont rangés derrière le candidat sortant. Quant à Madi Touré, il réserve sa décision définitive à la consultation à la base, décision qu'il rendra au plus tard le 30 juillet. Qu'est-ce que le journaliste Mamadou Koumé pense de ce consensus? Nous lui avons posé la question tout à l'heure. Je pense que ce consensus est le fruit de plusieurs rencontres, de plusieurs réunions. Ça a été donc mûri, à mon avis. Et tant mieux si c'est fait dans l'intérêt du football sénégalais, parce qu'une fois encore, ce qui prime, c'est l'intérêt du football sénégalais, à mon avis, sur les personnes. Et il faut respecter le choix donc de ceux qui étaient candidats et qui ont choisi aujourd'hui de voter pour Maître Senghor, c'est-à-dire M. Mbaye Diouf Dia et M. Sayer Seck. Bon, toutefois, vous savez, nous sommes dans un pays quand même où l'opinion sportive existe. Elle n'est pas négligée. À mon avis, elle sera très attentive à ce qui se passe dans le football sénégalais ces prochaines années, j'allais dire même ces prochains mois. Il y a un domaine qui est très sensible, vous savez, dans le football sénégalais. Ça, je pense aussi, il ne faut pas se voiler la face, c'est l'équipe nationale de football. Et il n'est pas besoin d'être devin pour dire que si l'équipe réalise de bons résultats, ce sera un mandat apaisé, mais dans le cas contraire, ce ne sera pas du tout évident. Évidemment, moi je souhaite que les choses se passent très bien, mais pour l'observateur que je suis attentif à cela. Je sais que l'opinion sportive aussi est très attentive à cela, au résultat que cette nouvelle équipe qui va être mise sur pied début août va avoir. Madi Touré n'est pas pour l'instant dans le consensus. On attend qu'il prenne sa décision le 30 juillet, comme il a dit, mais je pense que Madi Touré, c'est un candidat qui est légitime. S'il décide de se présenter, mais s'il décide d'être avec le consensus aussi, tant mieux. Donc là, c'est que je pense du quatrième candidat qui ne s'est pas encore déterminé à l'instant où on parle. Et puis en France, Angers est condamné à payer Cheikh Ndoye. Selon Ouest France, le conseil de prud'homme d'Angers a rendu hier son délibéré dans l'affaire opposant le Sénégalais au SCO d'Angers. Cheikh Ndoye dénonçait une rupture de contrat abusive remontant à 2019, loin des 3 millions d'euros espérés par Cheikh Ndoye et son avocat. Le club angevin est cependant condamné à verser 450 000 euros. Une annonce qui ne convient pas à Cheikh Ndoye. Selon Ouest France, il a décidé de faire appel de cette décision. Merci beaucoup, Georges Détié-Diop. On retrouve dans moins d'une minute. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, juste après l'actualité. Quelle lecture faire donc de la gestion de la troisième vague de Covid-19 au Sénégal? On parlera avec nos intervenants du jour. RFM, la presse du jour. Préparez avec sérénité la fête de Tabaski grâce à NCA Bank.
Bénéficiez d'un prêt au taux exceptionnel de 5,75% acheté sous 48 heures pour effectuer tous vos achats. Rendez-vous dans l'une de nos agences à Dakar, Saly, Ngaparou, Thiès ou Touba ou appelez-nous au 33 829 69 00. Avec NCA Bank, vos envies n'auront plus de limites. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Détié-Diop. La pandémie au cœur de la Tabaski. Le journal Le Soleil relève que l'ombre du Covid-19 a plané sur la fête. Tivavone et la famille omarienne qui décident de garder les mosquées fermées. Le chef de l'État qui prie chez lui. La pandémie continue de changer les habitudes. Le quotidien gouvernemental rapporte que même ceux qui ont ouvert les mosquées n'ont pas manqué d'axer leur sermon sur cette pandémie. Sud Quotidien fait état de sermons et messages en mode Covid. Le quotidien renchérit et parle de prière de la Tabaski face à la poussée épidémique. Respect des gestes barrières à Yoflaen, à Massalikul Jinan également. Mon confrère souligne que le chef de l'État qui a prié à son domicile à Mermoz a encore insisté sur la nécessité de respecter les gestes barrières. Il a aussi appelé à se mobiliser pour la campagne de vaccination, l'autre alternative pour vaincre le coronavirus. Le journal Le Soleil nous apprend d'ailleurs que Macky Sall a annoncé l'arrivée d'1 million de doses en août dans le cadre de l'initiative COVAX. En attendant, le ministre de la Santé met en garde. Le journal Le Quotidien rapporte ses propos selon lesquels, à ce rythme, la prise en charge va être très compliquée. Vox Populi aussi relaie l'alerte sonnée par Abdoulaye Diouf Sarr lors d'une visite au CTE de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon lui, si la tendance haussière n'est pas inversée, nous risquons d'être débordés, car si chaque jour on doit avoisiner le millier de cas, les CTE, quoique nombreux, seront submergés. Le personnel de santé sera très fatigué et la prise en charge sera difficile. Donc, aux Sénégalais de revoir leur comportement, conclut Abdoulaye Diouf Sarr. L'Observateur, pendant ce temps, fait état d'une course à la mort. 20 décès en 48 heures. L'Obs qui, par ailleurs, plonge ses lecteurs dans les secrets du rapport du Fonds Force Covid-19. Un rapport mis en exergue par Enquête et Walf Quotidien. Enquête renseigne que sur les 1000 milliards annoncés dans le plan de résilience, 740,9 milliards ont été dépensés. Walf Quotidien, quant à lui, fait un zoom sur des dépenses polémiques. Une affaire dont les journaux se font largement l'écho ce matin, le meurtre à Rosso, Sénégal, d'un agent des douanes sénégalaises. Vox Populi et l'Observateur informent que l'adjudant Léon Yuga Faye a été criblé de balles dans sa chambre dans la nuit de lundi à mardi. L'Observateur retrace le film du meurtre et informe qu'un des suspects a été arrêté. Les sports pour terminer, à la première page du quotidien Stade, élection du président de la Fédération sénégalaise de football le 7 août prochain. Après la réunion pour le consensus, Augustin en roue libre m'a dit dans l'expectative. Selon le quotidien Stade, la commission chargée du consensus s'est réunie hier avec les différents candidats à l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football. Et à l'issue de cette rencontre, Sayer Seck et Mbaye Diouf Dia se sont rangés derrière le candidat Augustin Senghor désigné pour porter le consensus. Par contre, Madi Touré se réserve une réponse d'ici le 30 juillet. À vos kiosques et bonne lecture. RFM. L'actualité internationale. Nous démarrons cette... À midi passé de 23 minutes, oui, le tour d'horizon de l'actualité internationale, une présentation de Nafissatou Silla. Nous démarrons cette page internationale avec le Tchad où le ministre de la Réconciliation nationale et du dialogue a tenu une réunion houleuse et qui a même failli tourner à l'émeute. Il s'agissait de consulter les différentes corporations pour le dialogue national et en même temps s'accorder avec elles sur la désignation de leurs 15 représentants. Et puis dans le Sahel, 2 hauts responsables de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara abattus par les forces de l'opération Barkhane dans le nord-est du Mali. Annonce faite par l'état-major des armées françaises. Cela s'est produit à Ménaka. Il s'agit de Rissa al-Sarawi et Abdelrahman al-Sarawi. Le premier est présenté comme homme de confiance du groupe État islamique au Grand Sahara et le second représentait l'autorité morale. Il rendait la justice et prononçait les sentences les plus graves comme les condamnations à mort. Au Nigeria, à Narosha, les hommes armés qui ont enlevé
arrivé début juillet, 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest du Nigeria ont relâché 3 d'entre eux. C'est pour des raisons médicales. Le premier a été libéré une semaine plus tôt et les 2 autres ce mercredi. Ces derniers ont été secourus par une patrouille de la police en dehors de Kaduna et ils ont aussitôt été pris en charge. Nous restons toujours au Nigeria où les pharmaciens déplorent la hausse des prix des médicaments. Selon eux, cela est dû à la Covid-19. Les prix sont presque passés du simple au double. Cependant, les experts médicaux affirment que la hausse des prix des médicaments peut affecter la prestation des soins de santé de qualité parce que cette situation augmente l'afflux de médicaments contrefaits et ils interpellent le gouvernement pour lutter contre les faux médicaments qui risquent d'inonder le marché. Nous nous rendons à présent à Haïti pour les funérailles du président assassiné le 7 juillet dernier, Jovenel Moïse. Les cérémonies ont été organisées en son honneur et une privée a été organisée à Cap Haïti, cérémonie lors de laquelle la première dame Martine Moïse, grièvement blessée, a assisté avec ses 3 enfants. Les détails avec Mamadou Omarba. Pour l'événement, une vaste estrade couverte a été aménagée sur cette propriété privée située à la sortie de la ville de Cap Haïtien. C'est là que repose déjà le père de Jovenel Moïse, décédé l'année dernière. Le président sera inhumé à ses côtés. Un mausolée doit même être construit selon le journal Le Nouvelliste. Le cercueil sera exposé le temps de ses funérailles nationales auxquelles plusieurs délégations ont prévu d'assister ce vendredi. Sont attendus des diplomates, des représentants de partis politiques ou d'institutions haïtiennes, ainsi que les proches et les amis de l'ancien chef de l'État. Plusieurs hommages ont déjà été rendus au président cette semaine, notamment à Port-au-Prince, la capitale. Des milliers de personnes sont déjà venues déposer des gerbes de fleurs ou écrire un mot dans le registre de condoléances des mairies. Une messe a aussi été chantée jeudi à Cap Haïtien avant les funérailles de ce vendredi dans une résidence privée de la famille Moïse. Plus de 2 semaines après l'assassinat, l'enquête avance. Selon la police nationale haïtienne, 26 personnes au total ont été arrêtées et 3 autres ont été tuées après la nuit tragique du 7 juillet. 45 interrogatoires et 13 perquisitions ont été menées au cours desquelles les autorités ont découvert une 60aine d'armes à feu, dont certains appartenaient à la police haïtienne. Anna Rocha, c'est ce qui met fin à cette page internationale. Merci beaucoup, Nafissa Toussila. RFM reportage. À midi 27 minutes, le reportage du jour, 48 heures après la fête de Tabaski. Peu de commerçants ont repris leurs activités ce matin, mais certains étaient obligés de travailler à cause de leur situation financière précaire. Un reportage d'Amina Taba au niveau de Pikine Texaco. Pikine Texaco a changé de décor. Quelques véhicules circulent. De nombreux points de vente sont fermés, mais des marchands ambulants ont étalé leurs marchandises sur les trottoirs. Bamba, vendeur de bracelets, dit avoir passé la fête en vendant ses produits. Nous travaillons tous les jours, même pendant la fête. Les clients viennent normalement pour une montre, bracelet, écouteurs, entre autres. Nous avons choisi de passer la fête ici à Dakar. Nous allons attendre que nos frères reviennent pour que nous puissions prendre un repos au moins. Non loin de là, un autre vendeur dans une gargote, Mamadou, a repris ses activités, espérant gagner quelques sous. J'ai repris hier. Avec la cherté de la vie, je suis obligé de reprendre le travail. Les clients viennent petit à petit, car beaucoup, en tout cas, de gens sont partis passer la fête chez eux. À quelques mètres, nous voyons une boutique de tissus. À l'entrée, un groupe d'hommes assis en train de discuter. Lamine, le propriétaire, a démarré aujourd'hui ses activités pour ne pas perdre du temps. Pour dire vrai, nous n'avons rien à attendre. La fête est derrière nous maintenant. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui travailler. Abdou a quitté les parcelles Asseni, unité 3, pour acheter un tissu. Il dit avoir des difficultés pour voir un commerçant en activité
ce qu'ils jugent anormal. J'avais un tissu pour plafond, mais le tissu manque maintenant. Et le magasin où j'avais acheté ce tissu est toujours fermé. Vous savez, les Sénégalais aiment trop la fête. Mais en réalité, le lendemain de la fête, les activités doivent reprendre normalement. Quelques jours après la Tabaski, beaucoup de personnes qui s'activent dans le secteur informel restent encore chez elles, avec leur famille. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 30, point de vue, on y est en ligne avec nous Ousmane Dia, directeur des établissements publics de santé au sein du ministère de la Santé. Bonjour Monsieur Dia. Bonjour Madame Rocha. Nous sommes également avec le professeur Cheikh Mbakelo. Il est expert en santé publique. Bonjour professeur. Bonjour Rocha, ça va, comment vous allez? Bien merci, bien merci. Professeur, je vais d'ailleurs démarrer avec vous. Depuis début juin, l'OMS a alerté par rapport à ce spectre-là d'une troisième vague. Ici également, en fin juin, les médias ont pris le relais pour alerter sur cette troisième vague. Est-ce que vous ne pensez pas que la réaction des autorités du pays a été quelque peu tardive? Écoutez, moi je raisonne par rapport au constat. Vous savez, on parle de troisième vague, mais il y a eu une première vague, une deuxième vague, qui a été, bon an, mal an, très bien prise en charge par l'État du Sénégal, quoi que l'on puisse dire, parce que les mesures ont été prises et pendant tout ce temps-là, nous avons pu limiter la transmission. Et nous sommes partis jusqu'à un moment où nous avons vraiment des taux très bas. Ce qui fait que les CTE qui ont été, en tout cas les centres qui ont été ouverts, ont été fermés. Parce qu'il n'y avait plus de malades, pour dire la vérité. Mais ce qui est important, c'est que depuis, en tout cas, l'arrivée de cette maladie, il faut reconnaître quand même que nous avons eu une stratégie nationale de riposte pour interrompre ou limiter, en tout cas, la chaîne de transmission de la maladie. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans la gestion, les autorités ont fait de telle sorte qu'il y ait une participation communautaire, parce que la participation communautaire, elle est importante dans ces genres de combats. Et donc, moi, en tout cas, à mon niveau, je trouve que l'État, à un moment, en tout cas, le ministère de la Santé, à un moment, a vu que le nombre de cas avait baissé. Les CPE devaient être fermés en attendant, mais toujours, le système est là, est prêt à réagir. Et lorsque les cas ont commencé à augmenter, effectivement, les CTE étaient ouverts, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes en face d'un virus qui est très contagieux, il faut reconnaître, qui, par rapport à l'autre, crée plus de cas d'infection. Et par rapport à cela, les populations aussi ont relâché, c'est ça, il faut le reconnaître. Oui, par rapport aux méthodes de prévention. Plus de respect des barrières. Des barrières. La vaccination est là, on avait commandé, les gens étaient réticents. Et tout ce cocktail-là a produit effectivement ce qu'on est en train de vivre. Mais je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse prendre ses responsabilités, chacun puisse se dire que moi je suis un acteur de ce combat. Et ensemble, je pense que nous arriverons vraiment à circonscrire cette maladie-là. Ousmane Dia, vous êtes également avec nous, directeur des établissements publics de santé. Je le rappelle, on sort là de la Tabaski et malgré vos différents appels à rester, les Sénégalais se sont tout de même déplacés de Dakar, l'épicentre actuel de l'épidémie, vers les autres régions. Est-ce que vous vous attendez à une explosion de cas de contamination? Voilà, merci beaucoup Madame Rocha et mes salutations au passage au professeur Lo, cher ami et grand frère. Alors, vous avez vu la situation, je pense qu'à un moment, comme vous l'a appelé monsieur le ministre, c'était à la responsabilité citoyenne de tous les Sénégalais. Au-delà des aspects non négligeables liés au phénomène social, économique, etc., il faut forcément à un moment qu'il y ait une prise en charge citoyenne par les Sénégalais. Et les déplacements que nous avions souhaité réduire le plus possible pour éviter quand même que la situation ne soit à un moment dans des proportions assez élevées et que nous pourrions maîtriser. Parce que tout simplement, il faut dire que nos capacités de prise en charge, aussi résilientes qu'elles soient, sont encore limitées. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas uniquement la Covid qui est en train de sévir au Sénégal, mais aujourd'hui, la Covid et le neuropalu, actuellement le paludisme grave,
mais font un cocktail explosif. Raison pour laquelle son Excellence le Président de la République, Monsieur le ministre de la Santé et même toutes les autorités politiques, religieuses, coutumières ont fait des appels de pied aux Sénégalais pour éviter le plus possible les déplacements. À défaut, qu'on respecte les mesures barrières. Maintenant, le message n'est pas passé justement, Ousmane Dia, contrairement aux 2 premières vagues qu'on a connues. Bien au contraire, les populations sont allées vraiment comme elles l'entendent par rapport à cette 3e vague-là, cette rupture de confiance avec les autorités. Comment rétablir ça? Comme ça, on ne va pas vivre une 4e vague comme on voit ailleurs. Alors, c'est pourquoi je vous parle de la responsabilité citoyenne. Et monsieur le professeur Lo l'a dit, chacun est responsable de ses propres actes. Mais pour vous dire que le message passe quand même. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 621 000 personnes qui ont été vaccinées et près de 260 à 268 000 qui ont reçu leur 2e dose. Pour vous dire que nous sommes dans une perspective de toujours communiquer avec la population. Que le message passe ou passe, mais au moins nous comptons sur des relais. Et vous voyez aujourd'hui que beaucoup de gens s'investissent, des personnalités de la République, des autorités coutumières, parce que l'avantage que nous avons, c'est d'arriver aujourd'hui, comme vous le dites, à anticiper éventuellement sur la survenue d'une explosion de cas. Parce qu'avec la Tabaski, forcément, il faut le dire, non seulement c'est le Pays Dakar qui va être l'épicentre, mais en se déplaçant à l'intérieur des régions, forcément, les populations qui vont déplacer aussi la pandémie. Parce que n'oubliez pas qu'il y en a qui peut-être au début, en quittant Dakar, ne sont pas positifs, mais il suffit qu'ils aillent dans leur région et forcément qu'ils soient dépistés et on verra que c'est la cause. Qu'est-ce que vous faites, Ousmane Dia, pour anticiper justement sur ça? Voilà, aujourd'hui même, je sors comme ça d'une réunion que M. le ministre a présidée du CNG, où il est revenu sur tous les dispositifs que nous devions prendre pour éviter quand même que cela n'explose. Déjà, la première mesure qu'il nous a demandé de prendre, c'est de renforcer la capacité de prise en charge au-delà des CTE, mais des zones tampons. C'est-à-dire toutes les régions où on a des centres de santé qui sont assimilables à des hôpitaux de niveau 1 vont renforcer le dispositif de lits. Mais au-delà de cette capacité litière, le ministre a instruit que des centrales d'oxygène, des bouteilles d'oxygène qu'on appelle RAC communément, soient déplacées dans tous ces centres de santé pour nous permettre de prendre en charge ces personnes. Les 2 dernières mesures sur lesquelles il a beaucoup insisté, c'est d'abord qu'on renforce la capacité vaccinale du Sénégal, c'est-à-dire qu'on enrôle le plus de personnes, et enfin que le SNEPS continue à promouvoir le respect des mesures barrières et la distanciation entre les Sénégalais pour que nous puissions véritablement sortir de cette situation assez critique quand même. Parlons, Ousmane Dia, de cette capacité vaccinale-là. On recherche justement l'immunité. Certains ont pris leur première dose d'AstraZeneca depuis le mois d'avril. On est bientôt à fin juillet et cette 2e dose d'AstraZeneca n'arrive toujours pas. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu une mauvaise gestion de ces doses d'AstraZeneca? Vous savez, Madame Rocha, toute stratégie, toute initiative peut être contesté. Mais quand les experts, je veux dire, et je parle sous le contrôle du professeur, prennent des décisions qui vont dans un certain sens, c'est quand il y a une certaine volonté de maîtriser la situation. Mais la seule chose qu'il faudrait que nous, Africains, nous puissions savoir, c'est que nous ne sommes pas des pays producteurs. Nous sommes dépendants de l'écosystème mondial pour disposer de vaccins. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer sur une chose. Dans tous les centres de santé où vous irez, vous trouverez des doses de Sinopharm. On est en train d'accueillir Johnson, Moderna, en tout cas toutes sortes de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX. Le ministre a réceptionné tout récemment Johnson. On va réceptionner 180 000 et quelques Johnson encore et Sinopharm. Pour vous dire qu'AstraZeneca sera disponible au plus tard le mois d'août. Et la couverture vaccinale pour AstraZeneca sera à 100%. Parce que je rappelle aussi, au vu de la situation vaccinale dans les régions, le ministère a pris sur lui de redéployer une partie des doses AstraZeneca qui étaient dans les régions non utilisées et qui a permis d'arriver à un niveau de satisfaction assez élevé pour les personnes ayant déjà eu leur première dose et qui ont reçu la 2e dose. Juste, c'est ça en fait. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par ça, avoir gardé les doses pour ceux qui ont vraiment reçu leur première dose pour qu'on n'en arrive pas à cette situation? Alors là, je peux vous rassurer sur une chose. Moi-même, personnellement, je n'ai reçu qu'une dose. Mais quand j'ai été voir les experts de santé publique, en tout cas, j'ai été à l'hôpital,
on a vu que mes anticorps étaient tellement élevés que je peux rester 6 mois, 8 mois sans avoir une deuxième dose. Le ministre est sorti tout récemment pour le confirmer encore. Parce que n'oublions pas une chose, le comité scientifique est très fourni au Sénégal et ils ont eu à vérifier tous les vaccins. Et c'est sur cette base qu'ils nous ont dit, même si vous ne recevez qu'une dose d'AstraZeneca, vous avez une couverture assez importante en anticorps qui vous permettrait en tout cas d'attendre, même si c'est 8 mois, de recevoir votre deuxième dose. Donc, à un moment aussi, il faut savoir que le niveau vaccinal n'était pas aussi élevé et les objectifs non atteints. Alors, si toutefois il y avait des doses qui restaient et qui n'étaient pas utilisées, forcément on devait les utiliser pour les autres, en espérant peut-être que le dispositif serait assez résilient pour nous permettre d'avoir certaines doses. Mais quand est-ce qu'on peut approximativement, vous avez parlé d'août tout à l'heure, mais pour les doses d'AstraZeneca non utilisées qui seront redéployées sur Dakar, on les aura quand par exemple? Mais on a commencé depuis quasiment 1 mois. Moi-même en quittant Saint-Louis il y a à peu près 10 jours, j'ai reçu du médecin chef de région presque 24 doses qui nous ont permis de renforcer des populations de Dakar. Et au plus tard, au mois d'août, en tout cas, on a reçu l'information ce matin, on aura des doses d'AstraZeneca. Parce que AstraZeneca, produit par les Indiens, aujourd'hui, on a vu la situation en Inde et ça a un peu perturbé le réseau de distribution dans le cadre de l'initiative COVAX. Merci beaucoup. Ousmane Dia, directeur des établissements publics de santé au ministère de la Santé. Professeur Lo, est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie adoptée là par rapport à la couverture vaccinale? Mais absolument. Vous savez pourquoi? C'est parce que le Sénégal lui-même ne maîtrise pas. Vous pouvez avoir votre argent, vous pouvez tout avoir. Mais la régulation de ces doses de vaccins, c'est au niveau mondial. Il l'a si bien dit. Si vous allez en Inde, mais il y a une explosion des cas en Inde qui fait que l'AstraZeneca, avant de faire sortir quand même l'AstraZeneca, il faut vacciner eux-mêmes leur population. Mais je pense que ce qui est important, et il l'a bien dit, c'est que même si on prend une seule dose, on est déjà quand même... Parce que la deuxième dose vient renforcer l'immunité. Donc si on prend une première dose déjà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, je leur dis, écoutez, même d'ici 2, 3, 4 mois, vous êtes couverts. Le problème, c'est d'attendre quand même qu'on ait plus de vaccins. Mais moi, je vais aller même au-delà des propositions, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout d'intensifier, et c'est important, c'est-à-dire mettre en place des stratégies avancées, et au plus proche, qui sera plus proche des populations. Nous avons connu dans le temps, dans le passé, des campagnes de vaccination où on allait dans les maisons, où on allait... Peut-être que cette situation-là, nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'en avons pas assez. Mais ce qui est important, c'est que ce que nous avons, il faut le gérer de manière rationnelle. Et je suis persuadé que nous pouvons, parce que notre système de santé est fait de telle façon que nous avons les centres de santé, nous avons des postes de santé au niveau des quartiers. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'intensifier la participation communautaire avec les Badjanogor, avec les ASC, les imams, les chefs de quartier, mais également sous l'encadrement des sociologues et des socio-anthropologues, pour qu'on puisse quand même faire le recensement au niveau des quartiers, c'est-à-dire responsabiliser les communautés, qu'on puisse faire le recensement, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des personnes qui sont dans les maisons et qui ne peuvent pas se déplacer. Si la communauté elle-même liste les besoins, et en ce moment, l'État, au niveau du ministère, au niveau des centres de santé maintenant, ils vont voir comment déployer ces doses-là au niveau des différents quartiers et avec la logistique permettre quand même d'aller vacciner les personnes au niveau... c'est parce que les priorités en ce moment seront définies par les communautés elles-mêmes. Je pense que si ça, nous procédons de cette manière, ça nous permettrait quand même d'aller. Mais deuxièmement aussi, d'intensifier les mesures barrières. C'est-à-dire qu'on ne le dira pas assez, on n'a pas assez de ressources. Aujourd'hui, nous devons miser sur ces mesures barrières. D'autant plus que ces mesures barrières nous garantissent quand même, quoi que l'on puisse dire, ces mesures barrières nous garantissent quand même d'être protégés. Mais on a senti, professeur Lo, les autorités beaucoup plus fermes lors des 2 premières vagues. Cette fois-ci, c'est comme si on nous laissait à nous-mêmes. Hein? Non, je pense qu'il y a, j'ai entendu en tout cas le ministre de l'Intérieur, mais c'est vrai que ce qu'il faut maintenant, c'est veiller à l'application. Mais effectivement, le ministre de l'Intérieur a demandé le port de masque quand même au niveau des différentes structures publiques et privées. Je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut aller vers, en tout cas pour ces moments-là,
que limiter le maximum les déplacements, permettre aux gens de travailler chez eux. C'est-à-dire il faut intensifier tout ce qu'on était en train de faire avant. Parce que nous sommes en face d'un variant qui est contagieux et qui... Parce que si vous avez les pourcentages, nous avons 35%. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour 3 Sénégalais, un Sénégalais est infecté. Et ça, c'est très important. Si nous allons jusqu'à 35%, ça veut dire que c'est très important. Le taux d'infection est très important et que nous tous, donc, ça appelle notre responsabilité quand même pour limiter cette chaîne de transmission-là. Et vraiment, j'en appelle aux populations pour que quand même, aux autorités aussi, pour que chacun quand même puisse déployer tous ses efforts pour contrecarrer cette maladie-là. Parce qu'il y va de l'avenir de notre pays, il y va de l'avenir de notre économie. Et je pense que tout le monde va y travailler. Merci beaucoup à vous aussi. J'en profite vraiment pour, encore une fois, féliciter la presse et vous demander d'intensifier parce que vous êtes... c'est sur vous qu'on peut compter aujourd'hui vraiment pour faire reculer cette maladie-là. J'en profite aussi pour remercier mon ami et frère Omar Dia, le directeur des établissements publics de santé. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat. Professeur Cheikh Mbakelo, expert en santé publique, midi 45 minutes. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à El Haj Diogoudjen à la réalisation, Aliou Ba du côté de la mise en onde, Meïsambay au digital, Ibrahim Dour à la production. Merci à toute l'équipe de la Radio Futur Média. Retour de l'info dans 15 minutes. Ce sera le journal en